Ben bonjour, bonjour à vous. Merci d'être venu à Point Culture pour cette rencontre, discussion Christmas for Sale. Donc voilà, c'est un débat, une discussion dans le cadre de la thématique urbaine que Point Culture mène actuellement. Et donc on a la chance d'avoir cinq invités. J'avais mémorisé 6 parce qu'on en avait 6 chaque fois deux binômes. Donc on a 5 invités aujourd'hui, mais 3 associations. Donc je vous les présente d'abord succinctement. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde. Je vais essayer de ne pas tomber. Voilà. Donc nous avons Sandrine Kunzon, je prononce bien. Voilà, qui représente la future ASBL Slow Fashion. Pour l'instant, c'est un Facebook, un groupe Facebook qui est lancé. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est exactement. Nous avons 2 représentants de Liège sans pub, Pascal et Louis. Voilà. Et nous avons la future coopérative, supermarché coopératif, Oufti Coop, c'est ça. Voilà. Et donc qui est en train de aussi germer, et entrer tout doucement dans une phase d'action. Voilà, vous allez chacun donc nous expliquer ce que c'est, ce que sont vos projets, comment ils sont nés, comment vous avez décidé de lancer ces projets en collaboration avec d'autres, bien sûr. Et on prendra aussi un moment pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas. Même si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la poser au moment où elle vient. Mais sinon, je prévois un petit moment de discussion pour vous dans le cours de l'après-midi. Alors, on va commencer avec Slow Fashion, avec Sandrine. Voilà. Et donc Slow Fashion. Donc pour l'instant, c'est une page Facebook, comme je l'ai dit. Vous êtes 2 normalement. Donc il y a Marie Lovenberg qui est ton pendant, qui est costumière. Donc Marie malheureusement a eu un petit accident. Elle devait être parmi nous cet après-midi, mais elle a eu un petit accident là, et donc elle ne peut pas. Elle s'excuse bien sûr, mais elle ne peut pas être là. Mais elles auraient normalement présenté leur projet qui leur tient particulièrement à cœur ensemble. Voilà. Parce que donc Marie est costumière et toi tu es professeur d'histoire de la mode. Et donc c'est comme ça que les choses sont nées, avec votre amour de la mode et l'envie de consommer autrement. Justement, la mode, on peut dire que c'est quelque chose qui est peut-être superflu, mais quelque part, vous avez justement eu envie. Tu peux prendre aussi le micro, comme ça ce sera plus... On aura la même voix. Voilà, oui. C'est vrai qu'on pourrait parler de mode comme étant quelque chose de futile et de pas nécessaire, alors que si on remonte quand même à l'histoire du vêtement, à ses origines, on s'est quand même tous habillés pour ne pas avoir froid, pour aussi pas faire passer un message par rapport à son identité, en jouant aussi quelque part, d'où l'expression l'habit ne fait pas le moine. Hein, voilà, et donc de cet amour de la mode et de son histoire, Marie et moi, on était en réflexion, chacune de notre côté, dans nos tissus. Et Marie m'a rappelé en me disant, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble pour justement partager toutes nos réflexions. Donc moi, en tant que prof d'histoire de la mode à l'ELMO, je forme avec toute une équipe d'enseignants des futurs créateurs de mode, et forcément j'ai été touchée par l'industrie de la fast fashion. J'ai été choquée depuis un moment par ce qui se passait au Bangladesh et dans d'autres pays, et alors on est suivi une quête d'une mode éthique. Donc j'ai commencé à chercher après des marques qui avaient des chartes éthiques, qui revendiquaient de travailler autrement. J'ai fait connaissance avec le mouvement Fashion Revolution du Luxembourg et de Londres. J'ai fait connaissance avec plein de démarches justement de sensibilisation à cette problématique. Et alors, on a créé Slow Fashion Belgium avec Marie, qui est un groupe, on a 800 membres, et on est parti sur des articles. Le premier article que j'ai écrit, c'était sur ma bobonne, qui disait ceci:
Je ne suis pas assez riche que pour acheter bon marché. Alors, aujourd'hui, ça fait peut-être un petit peu péteux, bourgeois de dire ça, mais du temps de ma bobonne qui était fermière, ça avait tout son sens. Elle avait ses petites boutiques à Liège, elle prenait le tram et elle venait chercher des produits qui coûtaient cher pour elle, mais qui étaient un investissement pour du long terme. Et je me suis rappelée de c'est très émouvant parce que je me suis rappelée de ma grand-mère et on a parti là-dessus, sur cette réflexion. On a abordé des termes comme le cost per wear. Alors, on verra des petits extraits tout à l'heure. C'est combien de fois j'ai porté ce vêtement et ce qui me coûte vraiment. Est-ce que si je l'achète 5 €, est-ce normal? Est-ce que dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui paye à ma place? C'est 5 €. Et voilà, c'est tout ça que j'ai envie de partager avec vous. Tout à fait. Sans la culpabilité, sans l'évangélisation, bien sûr, je tiens à le préciser. D'accord. Ouais. Merci. Mais on présentera après les petits oui. extraits que tu as sélectionnés pour nous. Louis. J'avais envie de dire Pascal, mais non, c'est Louis. Donc voilà, Liège sans pub. Donc pourquoi ce collectif? Comment est-ce qu'il est né? Pourquoi est-ce que tout à coup, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire partie peut-être de ce groupe qui existait bien avant votre participation, votre entrée dans le groupe? Donc Liège sans pub est arrivé en 2015 suite à la MAR, qui était déjà un collectif citoyen qui faisait des actions pour diminuer la publicité dans l'espace public. Donc la MAR existe déjà depuis de nombreuses années. Enfin, existait parce que elle n'est plus. Liège sans pub l'a remplacée. Mais la MAR, ça a une bonne dizaine d'années. Donc, la vie faisant, beaucoup d'acteurs principaux de la MAR ayant maintenant une famille et un emploi qui leur prend beaucoup plus de temps, voilà, ne sont plus dans la MAR. Et ben voilà, avec le temps, d'autres plus jeunes ayant plus de temps ont repris les mêmes modes opératoires, donc de recouvrement, de communication par rapport au fait qu'on pourrait diminuer la publicité dans l'espace public. Et donc récemment, il y a à peu près 3 ans, à l'approche du nouveau contrat JCDecaux, donc ce sont des contrats de 5 ans d'un montant de 50 millions d'euros qui sont donnés à la ville par l'entreprise JCDecaux pour que JCDecaux gagne de l'argent en permettant à des entreprises, des grandes chaînes de distribution de pouvoir afficher leurs produits et faire leur publicité. Donc ça dure 5 ans et ensuite il y a un nouveau contrat qui est signé par la ville. Et donc là ici, Liège sans pub est arrivé pour s'opposer à la signature d'un nouveau contrat l'année précédente. Enfin, c'était au cours de cette année que le contrat a été fait en mai. La signature a été faite en mai. Juste une petite parenthèse, normalement, elle aurait dû être faite un peu plus tard, mais ils l'ont abrégée avant de recevoir notre pétition et d'avoir un témoignage devant le conseil communal. Ça, on verra vos actions dans la présentation PowerPoint que vous avez on va développer tout ça pour nous. Ensuite. Vous allez développer les actions que vous avez menées justement pour tenter de vous opposer à cette resignature de contrat. Voilà. Tout à fait. Merci. Tu veux ajouter quelque chose ? Bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc ici, le nouveau contrat, donc il va courir, il a été signé jusqu'en 2031. Donc c'est énorme. Et donc oui, vraiment la question, c'est quelle place de la réflexion un peu, pourquoi Liège sans pub, c'est quoi l'espace public, sur base de quelle éthique, qu'est-ce qu'on veut comme type de société, qu'est-ce qu'on veut comme type de relation sociale dans l'espace public, pour qui, comment, voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a derrière, et surtout de ne pas être réduit qu'à des consommateurs, capables d'ingurgiter plein de choses et puis de les recracher un peu de façon dégueulasse. Donc voilà, ça c'est vraiment, et surtout aussi, ça on abordera plus tard aussi, mais un peu le type d'organisation au niveau économique et les impacts que ça a sur les travailleuses, sur les travailleurs, sur les citoyens en général. Donc voilà, mais effectivement, cette idée des collectifs anti-pub, ils existent déjà depuis longtemps et dans d'autres pays en fait. Oui. Donc ça, on n'est pas les seuls. Dans d'autres villes aussi en Belgique, ça commence à se faire. Il y a d'autres villes dans le monde qui ont déjà dit non à la pub. Donc voilà, j'imagine que comme
pour ici les autres intervenants, leurs actions, c'est aussi des phénomènes qu'on retrouve un peu dans le monde et qui s'enracinent aussi parfois bien loin. Donc, voilà. Une précision peut-être sur les contrats JCDecaux, donc c'est bien les grands panneaux qui se trouvent... C'est ce qu'on appelle les sucettes, donc de 2 mètres sur 2. Voilà, donc, il y en avait 950, c'est ça, j'ai lu sur votre site. Ouais. Et alors, en échange, en plus d'une rémunération, qu'ils appellent ça une compensation financière, JCDecaux met à disposition aussi du mobilier urbain. Donc, entre autres, les abribus. Ce qui pose aussi une question fondamentale sur c'est quoi ces services publics, comment assurer sa pérennisation, son financement à long terme. Y a-t-il pas de risque de privatisation? C'est aussi un des grands problèmes que pose cette saloperie de publicité dans l'espace public. Merci. Et alors, on continue avec la réflexion donc, sur la création d'un supermarché collectif et coopératif avec Rachel Delcourt et André Mathieu. Donc voilà, la question à vous deux, comme ici vous êtes passés à l'action, mais les choses se mettent en place petit à petit, comme vous me l'avez dit il y a quelques minutes. Et donc, pourquoi à un moment donné, comme ça, vous avez décidé l'un et l'autre de vous lancer dans cette grande aventure de création d'un supermarché collectif et de consommer justement autrement? En fait, je crois que ma réflexion date d'il y a plusieurs années. Je pense que j'avais envie vraiment de pouvoir choisir mon alimentation, comme finalement beaucoup de gens. Et j'ai constaté que j'étais toujours en paradoxe avec la façon dont je consommais et ce que j'avais envie de faire pour des questions souvent logistiques, des questions de prix. Et malgré tous les efforts que beaucoup de gens font pour mettre à disposition des produits locaux, de qualité, bio, ou en tout cas raisonnés, avec une vraie réflexion derrière, je n'y arrivais absolument pas. Et entre-temps, j'ai pu rentrer dans une ferme qui existe en biodynamie depuis 3 générations, par un projet de jardin d'enfants, donc pas pour la ferme. Donc j'ai pu voir que en approchant justement ce type d'initiative, je comprenais un peu comment fonctionnait une ferme en biodynamie. Donc j'ai commencé à approcher mes valeurs en pouvant approcher ces termes, mais je n'arrivais toujours pas à consommer comme je le voulais au jour le jour, de par mon rythme de vie justement, la difficulté de s'organiser et le prix aussi, en magasin bio, etc. Et donc, je suis tombée en cherchant pendant peut-être 1 an ou 2, en étant à l'affût un peu de tout ce qui se passait sur le film Park Slope Food qui expliquait qu'aux États-Unis, il y a 40 ans, pour d'autres raisons encore plus difficiles au niveau de l'accessibilité de la nourriture de qualité, là c'était vraiment à l'extrême, à Brooklyn, des gens se sont mis ensemble et ont décidé vraiment de créer un système qui leur permettait d'accéder à la nourriture qu'ils voulaient à des prix abordables. Et donc ils se sont mis à créer justement une coopérative et tout était basé sur le bénévolat et le temps qu'on pouvait y passer. Et évidemment, en gros, en diminuant les coûts de fonctionnement de ce magasin qui est devenu vraiment un supermarché, eh bien évidemment les prix étaient plus intéressants pour les gens qui entraient dans la coopérative. Et aussi il y avait cette position d'action. Donc en fait, il ne s'agit pas d'entrer, d'acheter, de sortir, mais aussi vraiment de participer, de comprendre d'où viennent les produits, de devoir mettre les mains dedans, de devoir gérer les invendus, de devoir comprendre la valeur des choses de plus près. Et moi, ça m'a vraiment séduit et j'étais persuadée que à Liège, j'étais vraiment pas la seule. Je le sentais. Si moi j'avais ces difficultés-là à rencontrer mes valeurs, j'étais persuadée que beaucoup de gens les avaient. Donc en juin, j'ai simplement lancé une invitation Facebook dans cette idée-là et on a eu une 70aine de personnes qui se sont présentées à la réunion. Je pensais qu'on serait 5, mais voilà. Et donc ça m'étonne finalement pas. Je pense que ça répond à vraiment une réflexion collective et à Liège, il y a un tissu collectif, on peut le voir d'ailleurs, très actif. C'est vraiment dans l'air du temps. Et donc en juin, nous sommes réunis une première fois à 70. Et on a eu depuis, je crois, environ 5 réunions. Voilà, et là, on est formé en groupe de travail et on copie un peu, on bénéficie vraiment de ce qui s'est déjà fait, puisqu'il y a un magasin comme celui-là qui tourne à Bruxelles. Il y en a à Marcinelle et il y a et puis il y en a plein dans le sud-ouest de la France, il y en a beaucoup, il y en a partout en France.
on bénéficie vraiment de leurs conseils de structuration. Mais il s'agit de monter quelque chose, mais avec l'énergie des gens et au rythme de la vie des gens. Donc c'est pas quelque chose qui va vite. Donc c'est d'autant plus remarquable que les gens viennent, passent des soirées, de la réflexion, de l'énergie, mais ils y trouvent sans doute aussi une façon de s'appliquer dans leur alimentation différemment. Voilà, donc là on est organisé en groupe de travail, on est une trentaine qui formons le noyau de construction, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent vers nous en disant que eux sont à l'affût du moment où ils pourront faire partie de la coopérative et participer au projet. Ok, merci. Et donc André, toi tu as rejoint ce groupe à l'appel du lancement de Rachel. C'est exactement ma compagne qui m'a lancé dans l'histoire, entre D'accord. guillemets. À 50 ans, j'ai eu un tournant dans ma vie professionnelle. Pardon. J'ai été licencié et je travaillais sur Eupen. Donc, j'ai retrouvé du travail sur Liège, dans une école. J'ai le grand bonheur de travailler dans une école, d'y aller en vélo quand il fait beau. Donc, c'est toute ma vie qui a été chamboulée. Et donc, de là, de réflexion dans tous les sens. Et quand ma compagne m'a dit, tiens, viens, il y a un projet sur Liège, j'ai foncé tête baissée, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, effectivement, comme dit Rachel, on a un petit noyau de personnes au départ qui se sont impliquées dedans, mais c'est ouvert à tout le monde. Hein, donc, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de carte de membre, etc. Et on est assez actifs. Mhm. Donc, comme Rachel le disait, les groupes de travail, donc il y a les ressources, tu m'aides si je me trompe, il y a la charte, la gouvernance, il y a les produits, un groupe produit, Mhm. il y a un groupe communication, et donc chaque groupe, il y a entre 4 et 10 personnes dedans, plus ou moins, et on fonctionne en autonomie. Ces groupes-là prennent des décisions réfléchissent plutôt, et puis ramènent le fruit de leur travail en grand groupe, en séance plénière, et puis on discute, on valide, ou on repart sur d'autres bases, quoi. Mais voilà, c'est vraiment l'autonomie de chacun pour avancer dans un projet commun. D'accord, merci. Voilà. Et justement, donc, comme tu le disais, il y a déjà des groupes et des coopératives comme ça qui existent en Belgique et en France notamment. Et donc vous avez sélectionné un petit extrait français, donc d'un magasin qui s'appelle la Louve. Donc est-ce qu'on peut peut-être le voir là maintenant, comme ça on fera le lien. Je suis Tom Booth, je suis un des cofondateurs du projet La Louve, un supermarché coopératif et participatif. Le parti coopératif, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps en France. Ça veut dire que c'est les personnes qui utilisent des structures sont les propriétaires des structures. Et donc on a ce parti-là, mais c'est aussi quelque chose de participatif. Et ça veut dire, c'est comme une crèche parentale en France. Ça veut dire que les membres de la Louve aussi, ils font des choses, ils assurent le bon fonctionnement du structure, du supermarché. Donc concrètement pour nous, ça veut dire que tous les 4 semaines, les membres donnent 3 heures de temps pour travailler. Et on va faire la caisse, le nettoyage, le stock, etc. Et avec ce système, ça baisse un peu le coût le coût de la main-d'œuvre. Et ça nous permet de proposer des produits de qualité, pas vraiment chers. Donc, comment on choisit les produits? Les gens, nos membres, ils vont choisir en fonction de leur valeur ou leur situation économique. Et si on décide de ne pas vendre quelque chose, c'est parce que nos membres ne l'achètent plus, en fait. Et donc, on dit souvent, notre projet, c'est un projet éducatif à fond, mais pas un projet moralisateur. On ne sait jamais la situation avec une personne. Et même entre bio et local, si on a un choix entre quelque chose qui est bio mais plutôt industriel et quelque chose qui est ferme familiale, locale mais pas en bio, quel est le meilleur choix? Donc on va proposer les deux et c'est en fonction des valeurs des membres qui vont acheter. Donc actuellement, on a un lieu, et vous êtes dans notre lieu provisoire. C'est un peu le siège pour monter le projet, mais aussi ici se passe notre petit gourmand d'achat. Déjà, on achète et on vend à nous-mêmes des produits. Donc c'est tout petit ici. Là, à terme, on a un espace à 1500 mètres carrés, tout compris stock, etc. C'est un peu l'ambiance marché ouvert à Paris. C'est un peu bon enfant, c'est naturel. On n'est pas chez quelqu'un d'autre, ça se fait naturellement. Ici, on n'a pas ça, et donc on a la convivialité qui est là-bas, ça se fait totalement naturellement.
la chose qui est très importante, qui est différente, pas juste en France, mais en Europe, qui risque de faire ce genre de projet une plus grande réussite qu'aux États-Unis, on a des supports institutionnels ici qu'on n'a pas aux États-Unis. Quand ils font un supermarché comme ça aux États-Unis, c'est entre les personnes. On ne penserait jamais à demander à la ville pour l'aide, parce que normalement, c'est la ville qui soutient l'équivalent de Carrefour ou quelque chose comme ça. Et c'est très important et c'est un facteur qui risque de vraiment promouvoir une réussite de ce projet en France et peut-être en Europe. Je m'appelle Géraldine et moi je travaille au sein de la Louve depuis à peu près un peu plus d'un an et demi. La Louve m'a vraiment permis de rencontrer des gens de milieux complètement différents, du quartier mais qui avaient des parcours vraiment différents. La façon dont on travaille et dont on construit le projet aujourd'hui est très démocratique et très coopérative, c'est-à-dire que chaque décision est prise vraiment après de très longues discussions entre tous les membres. On essaie systématiquement d'inclure le plus de membres possible. Donc ça a quelque chose de très particulier comme mode de fonctionnement et de construction d'un projet. C'est ce qui est assez séduisant. Donc voilà, je ne sais pas, vous avez vu les 3 associations invitées. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez déjà l'une ou l'autre question à poser à l'un ou l'autre, ou non. On continue. On continue alors. Ben voilà, on continue. Parfait. Alors je vais revenir peut-être à Sandrine. Après donc ici, le point commun finalement entre vous trois, c'est à un moment donné une réflexion. Les choses ne vous conviennent plus dans la société telle qu'elle est. Bon, il y a des événements personnels qui interviennent parfois comme élément déclencheur, mais la réflexion, elle est sociétale. Elle vient vraiment de notre environnement et de se dire bon voilà, ça ne va plus comme ça. Il faut que je change quelque chose. Et donc, Sandrine, c'était ça aussi, puisque je crois qu'il y a 2 micros, en fait, vous pouvez vous partager. Et donc, c'était ça aussi, donc d'essayer de vous habiller, enfin de s'habiller voilà. Autrement et de... Tout à fait, de consommer autrement. Donc, Marie a lancé son projet de location de vêtements de cérémonie. Qui est une démarche tout à fait en adéquation avec notre projet de Slow Fashion. Et in fine, on aimerait bien que cette location puisse rejoindre notre projet d'ASBL. Alors, moi de mon côté, j'ai fait une recherche sur les marques alternatives qui proposaient en effet des vêtements fabriqués dans des bonnes conditions. Puis il y a eu le partenariat avec le Point Culture. On a fait notre premier vide dressing ici. On le reconduit au mois de janvier. Puis ça s'emballe en fait. On a des idées à l'appel. On aimerait bien, on espère avoir un partenariat avec les Repair Café pour faire un Repair Café vêtements pour que les gens, à la place de jeter leurs vêtements, puissent venir les réparer chez nous. On aimerait bien agir dans les écoles pour que les jeunes, les futurs consommateurs, enfin qui sont déjà des gros consommateurs, mais peut-être plus responsables plus tard, puissent acheter la mode en regardant les étiquettes, en se posant des questions, en ayant cette vision réaliste de leurs vêtements, de comment est fait mon vêtement. Alors il y a bien sûr le projet de swapping, d'échange entre gens consentants, d'échange de vêtements entre gens consentants, bien sûr. Il y a plein d'idées, il y a plein de concepts qui sont très modernes et pourtant qu'on connaît depuis toujours. Vous avez peut-être porté les vêtements de vos cousines. Oui, bien sûr. Et donc, c'est peut-être juste organiser les choses pour aider les gens qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps, on travaille tous vraiment beaucoup et donc prendre le temps de se dire oui, je suis pas toute seule, je suis pas tout seul, j'ai plein de fringues, je les mets pas, alors soit je me libère de ce poids et j'achète autrement à partir de maintenant, alors je vais revendre mes anciens vêtements que je mets pas ou je les échange contre des vêtements qui me plaisent dans la garde-robe de Mathieu ou de Jeanne. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est encourager les jeunes créateurs aujourd'hui quand ils vont réfléchir à la chaîne de fabrication de leurs vêtements, de faire ça de manière éthique. Il y a des ateliers de confection, des ateliers du Gers dans nos régions qui rouvrent à nouveau.
Et je ne suis pas pour le 100% made in Europe. J'encourage aussi à ce que les choses se passent mieux dans les pays où on fabrique beaucoup de vêtements. Et oui, que peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, j'ai pas confiance. C'est clair. Et après avoir vu Cache Investigation il y a deux semaines, où on se dit, même les fabricants peuvent vous mettre des étiquettes Made in Spain au Bangladesh, ça fait peur, quoi. On se dit, on peut même plus avoir confiance dans l'étiquette, alors qu'au départ, c'était déjà regardons l'étiquette. Et puis maintenant, bah oui, regarde l'étiquette, mais attention, c'est peut-être pas la bonne étiquette. C'est pas suffisant. Donc voilà. Donc c'est tout ça. C'est perpétuel, c'est en mouvement, et on se réjouit de pouvoir agir, quoi. Et donc vous allez présenter d'abord le manifeste, donc le fond, ce qui sous-tend votre réflexion, et après Louis présentera les actions que vous avez menées jusqu'ici et peut-être celles à venir aussi, bien sûr, puisque c'est toujours quelque chose qui est en marche et qui ne doit surtout pas s'arrêter. Donc voilà. Oui, donc au niveau on a eu plusieurs actions, donc notamment de créer un manifeste dans lequel un peu on reprend on met un peu le débat, on positionne ça et on explique pourquoi on est opposé à cette publicité. Ça a été dit notamment dans les différents films. Donc c'est cette idée qu'on serait réduit qu'à des consommateurs, évidemment. Une question éthique, donc l'être humain n'existerait que par sa capacité à consommer, en fait. Et derrière cette consommation, il y a toute une structure de l'économie qui est fondamentalement injuste derrière ce capitalisme, où on rémunère beaucoup le capital, énormément, des intermédiaires. Et finalement, ce qui arrive aux travailleurs, c'est une minorité. Et à l'intérieur de ce travail, il y a une inégalité dans la répartition même des revenus au sein du travail. Donc c'est vraiment une société qui est extrêmement inégalitaire et où les différents effets de la publicité, notamment après, que ce soit sur la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit sur l'urbanisation, ce sera toujours à la fin les personnes les plus défavorisées et les plus pauvres qui seront en première ligne et qui souffriront le plus. Un exemple, c'est par rapport à l'environnement. Alors, il y a tout ce que coûtent forcément les panneaux en termes de gaspillage. Les panneaux qui sont allumés en permanence, ça coûte cher et ça gaspille, ça requiert beaucoup d'énergie. Donc il y a des études qui ont montré que ces sucettes, en un an, elles consomment plus ou moins ce que consomme en matière énergétique une famille moyenne de 4 personnes. C'est énorme. Évidemment, il y a cette consommation d'énergie, il y a aussi évidemment le type de comportement qu'elles sous-tendent. Le gaspillage et la surconsommation. Il faut aller chercher les produits, les retirer du sol, les transporter, les ramener, les transformer, les vendre, enfin tout ça. Et après, une fois qu'on les a plus utilisés, on les renvoie dans les décharges. Et alors effectivement, en Europe, il y a quelques décharges, mais la grande majorité des décharges, elles se trouvent dans les pays du Sud. Donc ce sont encore une fois les habitants, les citoyennes et les citoyens du Sud, les travailleurs et les travailleuses du Sud, les plus pauvres, qui sont encore les plus exposés à cette pollution. Donc voilà quelques exemples en matière d'environnement. En matière de santé, évidemment, tout ce que suppose la publicité en termes aussi de stimuli qui est constant dans l'espace public, il y a des études qui montrent que ça engendre énormément de stress, d'angoisse, d'obésité aussi. Une étude, tout ça, après on peut aller voir sur le site internet Aldéchamps Pub, mais qui montre aussi que ça touche pas directement à la publicité dans l'espace public, mais c'est aux États-Unis. Si on enlèverait la publicité de la télévision, l'obésité infantile serait réduite de 25%. Voilà, c'est cet impact-là pour la santé. Et encore une fois, c'est les personnes les plus fragilisées, encore une fois, si elles sont en mauvaise santé, elles vont moins avoir accès aux services de santé. Et elles vont être aussi plus stimulées aussi par la consommation, en termes aussi de ressources, de capacité à pouvoir avoir une réflexion, de capacité à avoir aussi être formé et informé de ces effets-là. Donc encore une fois, voilà, c'est encore l'inégalité sociale qui se remet en route et qui est de nouveau un moteur pour l'exploitation, pour que la société capitaliste continue. Donc ça, c'est à la fois pour les questions de santé et pour les questions d'environnement. Pour les questions idéalement esthétiques et d'aménagement du territoire, évidemment, il n'y a que le critère de la rentabilité qui rentre en ligne de compte. Quand il y a une pub qui est en plein milieu de la route, ça cache forcément les lignes, les paysages,
on voit pas ce qu'il y a derrière ou on le voit à moitié. Quand on attend le bus, on voit pas forcément le bus arriver, ou ça prend à la place de la publicité, il pourrait avoir des horaires qui informeraient le citoyen ou la citoyenne. En termes d'aménagement du territoire aussi, certaines personnes, notamment les personnes avec des poussettes ou les personnes à mobilité réduite, c'est parfois pas évident. C'est déjà pas évident pour des personnes en chaise roulante d'avoir accès au trottoir, mais s'il y a une pub en plein milieu, elle fait quoi la personne? Elle va sur la route, elle fonce dans la personne qui est à côté ou qui est sur le banc. Donc tout ça, pour les questions d'aménagement du territoire, ça pose problème. Il y a aussi des questions éthiques, évidemment. Le fait surtout que quand c'est dans l'espace public, et là c'est un argumentaire de JCDecaux, l'attention des citoyens et des citoyennes, elle est captée en permanence. Et il n'y a pas de possibilité de l'esquiver ou de répondre. Et donc ça pose vraiment un problème. Les personnes qui ne veulent pas voir ces publicités dans l'espace public, qu'est-ce qu'elles font alors si elles ne veulent pas le voir? Elles ne fréquentent plus l'espace public. Donc on crée de la discrimination. Et si on veut répondre, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait alors? On met des choses dessus ou quoi? Donc il n'y a pas de possibilité de répondre. Donc ça crée vraiment quelque chose de fondamentalement injuste. D'un point de vue éthique aussi, il y a évidemment vous avez sûrement déjà vu des publicités à caractère sexiste, raciste. Ce sont aussi toutes ces valeurs-là qui sont parfois aussi véhiculées par la pub. Et ce sont toujours ceux qui décident des publicitaires, ils représentent un peu la société dominante, donc ils représentent un peu un modèle de société qui nous pousse à certains comportements. Donc ça, d'un point de vue éthique, c'est inacceptable. Donc voilà un petit peu les différents problèmes. Pourquoi on s'oppose à cette publicité dans l'espace public? Aussi le fait que le contrat soit prolongé pour 14 ans. C'est énorme, c'est plusieurs législatures. Donc déjà ça, on prend en otage finalement les citoyens et les citoyennes liégeois. Pour 14 ans, c'est énorme. Le fait aussi que ce soit lié au mobilier public, donc notamment à la mise à disposition des arrêts de bus. Mais si à un moment donné, JCDecaux se retire, ce qui est une bonne chose, mais retire aussi tout le mobilier urbain. Donc comment faire c'est ce que je disais avant, pour qu'il y ait des espaces publics, des services publics qui soient de qualité et qui soient financés et pérennes. Là, on crée une dépendance, une forme de privatisation du service public. Ça, c'est totalement inacceptable. Donc voilà, et un des argumentaires aussi qui est avancé par la ville, c'est évidemment l'impact financier, parce qu'effectivement, il y a une compensation, mais cette compensation, c'est plus ou moins 1 million d'euros par année, ça correspond à entre 0,1 et 0,2% des recettes de la ville. Et donc ça pourrait être financé autrement. Et tous les coûts qui seraient indirects, donc moins de compensation financière pour la ville, ce serait compensé par les coûts indirects aussi. Donc une ville où les citoyens ou les citoyennes sont en meilleure santé, où il y a moins de pollution, forcément, ça de façon indirecte, ces coûts-là, ils ne vont plus être répercutés sur la population. Il y a d'autres villes, par exemple, qui ont décidé, comme la ville de Grenoble en France, d'arrêter. Ils ont dit non à JCDecaux et ça a fonctionné. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué le poids du protocole et aussi en supprimant certaines voitures de fonction. Là, ce sont des pistes, mais en tout cas, tout ça pour dire que s'il y a eu la volonté politique, s'il y a cette prise en compte, il y a réellement des alternatives qui existent. Donc JCDecaux dehors. Et donc, par rapport à Grenoble, donc on voit maintenant, donc Grenoble n'a plus de publicité comme ici à Liège. Oui, vas-y Louis. Bientôt plus. Bientôt Il y a encore effectivement sur les arrêts de bus et certains mobiliers urbains des publicités pour le moment, mais d'ici 2 ans, ils vont complètement retirer toute la publicité dans le centre-ville de Grenoble. Ouais. Ça. Oui, parce que c'est un bel exemple, hein, en effet. Oui, parce qu'après, il faut effectivement pouvoir remettre aussi du mobilier urbain. Et le problème aussi à Grenoble, c'est que, comme c'est une communauté urbaine, ils ont la ville, comme c'est la ville qui a voté, ils n'ont accès que sur certaines matières. Pour d'autres choses, le lieu de décision n'est pas la ville. Quand aussi concerne les transports en commun, c'est aussi pour ça que dans certains cas, ils sont encore présents. Mais en tout cas, pour les matières compétentes, pour la ville de Grenoble, ça a été décidé que non. Et aussi par rapport au mobilier urbain, donc il y a des alternatives qui existent. La SRWT, donc la Société Wallonne Régionale de Transport, permet de financer les abribus à hauteur de 80%. Donc déjà, c'est une partie déjà et dans d'autres communes, c'est fait. Donc ça pourrait être fait aussi à Liège. Oui, bien sûr. Mais il faudrait les inviter, hein,
les gens de Grenoble, c'est prévu Ça dans vos actions? Ça a été fait en fait. Donc les champs pubs est plus ou moins à ce moment-là. Fin 2014, début 2015, il y a eu, c'était organisé par l'UNIF de Liège, et il y a eu des gens de Grenoble qui sont venus et des représentants de la ville sont venus aussi. Ils ont écouté, ils ont dit oui, mais ils ont signé. Et donc justement, alors Louis, les actions qui ont été menées et finalement le problème là, avec JC-Deco, puisqu'ils ont re-signé le contrat jusqu'en 2031, avant que vous n'ayez envoyé la pétition qui avait été relayée. Donc là, il y a eu un couac dans l'agenda, dans leur agenda en tout cas. Ils ont essayé de devancer les choses pour ne pas que la pétition soit envoyée. Donc comment est-ce que tout ça s'est passé ? On leur a proposé un rendez-vous au conseil qu'ils ont accepté pour le 29, pardon. Mais à notre grand regret, ils avaient déjà signé le contrat le 24 mai, ce qui n'était pas du tout convenu à la base. C'était en fin mai qu'ils devaient le signer, justement suite à ce conseil communal. Donc, apparemment, certains ont la possibilité de modifier leur agenda pour, à mon avis, un intérêt financier, puisqu'à part ça, je ne vois pas la raison pour laquelle on déplacerait une prise de décision comme celle-ci. Une chose à savoir qui est importante et qui peut effectivement jouer énormément dans ces petits couacs, comme on peut remarquer, c'est le fait que la répartition des 50 millions d'euros est répartie de manière dégressive. Donc les 5 premières années, il y a 30 000... C'est bien ça, hein. Oui, il y a 30 millions d'euros qui sont utilisés par le gouvernement. Les 5 années suivantes, 20 millions. Et les 5 dernières, plus que 10 millions. Enfin, il y a... Pardon. Au niveau du calcul, c'est la moitié. On n'est pas juste. Les 5 premières années, c'est la moitié, donc c'est 25 000. 25, oui. Ensuite, c'est 30%, donc c'est une bonne dizaine. Et ensuite, il ne reste plus que 10-15% de la somme, donc on va dire 10 millions d'euros. Donc ceux qui sont encore au pouvoir au moment de signer le contrat vont jouir d'une somme d'argent beaucoup plus grande que les suivants qui seront à la gouvernance pendant les années qui suivent. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire alors ? Parce que ça, c'était au mois de mai de cette année. Et donc comment est-ce que vous avez réagi à cette décision de renouvellement ? Comment est-ce que Liège sans pub a... Donc en tout cas, au niveau des réactions, continuer l'action. Donc il y a des actions qu'on fait, notamment au niveau de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous avez vu, Faites l'amour par les magasins, donc ça va continuer. Oui, Faites l'amour dans les magasins aussi, ou pas l'amour dans les magasins, bref, on peut imaginer beaucoup de choses. Faites l'amour dans d'autres magasins aussi, ça va être marrant. Donc ça... par rapport à JC-Deco, on va essayer quand même de maintenir la pression et aussi de retourner vers les citoyens et les citoyennes qui nous ont soutenus, qui ont signé la pétition, parce qu'il faut savoir qu'on avait mis une pétition aussi en ligne, et une pétition qui, avant la signature du contrat, avait recueilli un peu moins de 5000 signatures. Maintenant, on en a un peu plus de 5000. Et alors, donc, il y avait... Voilà, d'autres actions vont être menées aussi. Il y a une réflexion aussi par rapport, donc il y a ce qu'on voit par rapport à JC-Deco, mais dans l'espace public aussi, il y a toute une série d'affichages qui sont illégaux. Celui-là, il est légal, il est illégitime, mais il est légal. Donc il y a aussi une réflexion sur comment identifier tous les affichages qui sont illégaux et essayer de les dénoncer. Donc voilà, ça va être aussi mis en place. Il y a aussi tout un aspect aussi... de sensibilisation, ce qu'on fait ici. On a déjà été aussi dans différentes écoles, donc il y a aussi cet aspect-là. Donc voilà un peu, et encore des politiques aussi, des actions aussi de recouvrement qui ont été faites, et aussi je ne sais pas si vous avez vu dans les images aussi, de détournement d'abribus aussi pour montrer que des alternatives sont possibles et pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens à cette problématique. En tout cas, si vous voulez revoir les
les études dont Pascal a parlé, sur le site de Liège sans pub, tout ça est bien mentionné. Donc ils expliquent la question, le manifeste, les actions qui sont menées et les liens vers les études dont il a parlé, qui impliquent des effets sur la santé, sur l'environnement, etc. Et l'exemple de Grenoble, en effet, moi je trouve ça génial. Donc qu'une ville ait pris la responsabilité et qu'elle se soit engagée à ne pas renouveler ça, parce qu'on pourrait se dire bah oui, mais bon, si on ne fait plus ça, comment est-ce qu'on fait? On nous met évidemment cette question l'argent, ça rapporte de l'argent pour la ville, mais quand on voit que finalement la proportion par rapport à l'ensemble au montant que la ville, dont la ville dispose, c'est faible. Donc finalement, on se dit qu'il y a quand même moyen de trouver autrement l'argent. Rachel, une réflexion. Il y a une réflexion qui me vient, en fait, c'est que pour chacun, tout le monde, en fait, limite la publicité virtuelle. Donc on a maintenant les opportunités pour dire non, je ne veux pas recevoir de mails de publicité, on peut limiter, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a plein de moyens, on est surinformé là-dessus, justement, sur la façon de limiter la pub qui vient à nous. On a même le droit de dire quand ça nous choque, quand ça nous semble sexiste, etc. Même chose au niveau de votre boîte aux lettres, vous pouvez ne pas recevoir de pub, donc c'est un droit vraiment affirmé. À partir du 1er janvier de cette année, et même il y a des lois qui passent qui empêchent en fait les sociétés d'envoyer de la pub par poste. Donc les gens doivent donner vraiment leur accord pour recevoir ça. Donc ça a vraiment été légiféré. Donc il y a une vraie réflexion là-dessus au niveau européen, etc. Et alors c'est fascinant de voir que en fait c'est un paradoxe, parce que finalement on sort de chez nous et boum, on se prend une paire de seins en pleine figure avec nos enfants. Donc il y a un truc comme ça qui est interpellant pour chacun d'entre nous, c'est de se dire bon, on n'est pas finalement on est déjà tous en train de lutter contre la publicité, c'est dans l'air du temps, etc. Par contre cette publicité-là, on y est tellement habitué que on n'a pas de moyen de s'en défendre. Mais moi, je veux dire que je suis vraiment confiante. On a l'impression que c'est pas possible. On ne peut pas s'en défendre. Non, on ne peut pas. Mais je suis plutôt confiante parce que j'ai des années de travail dans le marketing derrière moi, justement. Donc, ça peut être intéressant. Et le marketing est en train de changer. Il change complètement de vision et par obligation. Donc, c'est là où, justement, c'est intéressant. C'est de se dire que c'est les gens qui ont provoqué ce changement, en fait. La pensée unique n'existe pas, en fait. Si vous tous, ça vous frustre, ça vous interpelle, en général, c'est qu'on est déjà pas mal à avoir ce sentiment-là. Donc moi, je suis complètement optimiste là-dessus. Et je pense que leur action va avoir beaucoup d'écho et que je suis presque persuadée, ça prend un peu de temps parce qu'en fait, cet argent qui rentre du marketing, c'est des habitudes de fonctionnement et c'est difficile pour un organisme, que ce soit une commune ou un pays, de chercher du financement ailleurs. Mais ils vont, la pression populaire, en fait, c'est là où elle prend tout son sens. Et elle est réelle, quoi. On peut vraiment déjà le voir dans tout ce qui est virtuel. Donc, je suis plutôt confiante. Je pense que et pour faire le lien, je pense que vous êtes allé, vous avez même été invité par un professeur à l'IEX, donc l'IEX, Institut de hautes études en communication sociale à Bruxelles, dans un cours d'éthique publicitaire. Et donc là, c'est pour les futurs créateurs de pub de demain. Et donc c'est intéressant de voir que voilà, vous y alliez. Donc on pourrait se dire que c'est antinomique et complètement contradictoire. En fait, maintenant, on ne peut plus même dire qu'on a un poste de marketing dans une société. Le marketing c'est un mot qui disparaît. En fait, ça n'existe plus. C'est vraiment une approche sociologique et plutôt du community management ou vraiment de l'écoute client. Mais en tout cas, le mot marketing devient un peu obsolète, bizarre. Enfin, ça ne correspond plus à grand-chose. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, ça prend tout son sens, quoi. Tu voulais sur ce que Rachel expliquait, la notion de consommateur qui est fort utilisée pour l'instant,
Il y a des groupes comme boycott.org qui justement nous rendent une place en tant que consommateurs, et on voit que ça commence à avoir des impacts. Alors ça, en matière de mode, on appelle ça pour les grandes marques le greenwashing, c'est-à-dire qu'elles vont, H&M va avoir une marque qui s'appelle Conscientious, mais qui est quand même fabriquée dans des mauvaises conditions, mais qui est juste bio ou voilà. On va un peu mélanger tout, donc, mais ça montre quand même on sait quand même un petit peu commencer à faire pression avec nos petites démarches alternatives. Alors, et ça va bouger. J'espère que, à mon avis, nos enfants, la génération de nos enfants, auront peut-être plus le choix que nous à ce niveau-là. Mais c'est en marche. Et c'est clair que n'oublions jamais que c'est nous qui avons le pouvoir, et on subit la publicité, on subit la nourriture de mauvaise qualité, on subit les vêtements fabriqués dans de mauvaises conditions qui sont mauvais. Vous êtes rentré chez Primark, ça pue quoi, chez Primark, c'est l'horreur, ça sent je sais pas quoi, mais ça sent mauvais quoi. Donc voilà, donc il faut à un moment donné que nous, c'est vrai que quand on parle de révolution, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, en plus, une révolution, ce que je n'aime pas, c'est que c'est un coup de feu, et puis ça retombe, après la révolution, ça retombe, voilà. Ce que j'aime bien dans nos démarches, c'est sur la longueur, plus de 5 ans avec plusieurs collectifs, un projet donc on est sur des choses qui vont prendre du temps, on a le temps, on a du slow. On n'est pas dans la culpabilisation, voilà. Et donc quand vous allez sortir, on ne va pas dire moi je ne mettrai plus à pied chez H&M ou je ne mettrai plus à pied chez Primark, parce que c'est pas vrai. Ou moi je n'ai jamais dit je n'irai plus chez Deleuze. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que il faut parfois se dire que c'est pas tout ou rien. Mais en tout cas, ne pas imaginer que le petit peu ne vaut rien en fait. Et le petit peu, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Il y a déjà des effets qui se font. Par exemple, la transformation de la RTBF et de la télévision. Pour l'instant, à la télévision, on peut enregistrer des choses et zapper complètement la pub. Et donc, la pub à la télé, en même pas 2 ans, ça je peux vous le dire, puisque moi j'en achetais, donc je peux vous le dire, ça ne vaut plus rien pratiquement. C'est en train de complètement s'effondrer. Pourquoi ? Parce que les gens ont simplement plus envie de voir de la pub, donc ils choisissent. Maintenant, on vous place des produits à tout va dans tout ce que vous regardez et vous le voyez beaucoup moins, donc c'est parfois plus vicieux, mais ça change. Et donc, si, il y a un poids, il est réel ce poids. Il ne faut pas penser que vous ne pouvez absolument rien faire et que c'est compliqué, que c'est lourd, qu'il faut être un révolutionnaire ou un engagé fini. C'est pas vrai en fait. Et c'est cette petite révolution tous les jours, ces changements de consommation, le moins, le plus lentement, le différent, la réflexion, on s'arrête, on réfléchit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que je dois acheter autant ? Est-ce que je dois acheter autant de cadeaux ? Tout ça, c'est des petites choses quoi, qui rentrent dans les vies de tout le monde et qui sont vraiment finalement efficaces au bout d'un moment et ça a un poids. Tout à fait. Mais je reviens, voilà, une question dans la salle déjà. C'est pour revenir par rapport à Grenoble, j'aimerais bien savoir si la ville de Grenoble, donc le maire de Grenoble, est-ce qu'il a fait une communication en disant tiens, à la ville, nous on a envie d'arrêter la pub, et est-ce qu'il a dit pourquoi ? Quand je pose la question, j'ai aussi une idée derrière la tête, mais je pose d'abord la question. Est-ce qu'il y a eu une intention de la ville de Grenoble de parler aux autres villes, de dire tiens, nous ici à Grenoble, on a pris la décision d'arrêter la pub et on va vous dire pourquoi. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a un rapport par rapport au bien-être des gens ? Parce que moi j'aime bien quand vous parlez il faut se poser la question de ce que c'est qu'un espace public. Et est-ce que la ville de Grenoble a un petit peu ça dans ses intentions ? Est-ce qu'ils l'ont formulé ? Oui, j'imagine que derrière, effectivement, qu'est-ce qu'une ville ? Qu'est-ce qu'un espace public ? Sur base de quels critères on est en relation ? Comment on se déplace ? Oui, c'est comment est-ce qu'on consomme, ce qu'on consomme. Tout ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui était derrière. Après, et je pense, après, j'imagine que eux, ils seraient plus à même que nous d'y répondre à cette question. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté parce que Liège Champ Pub avait fait venir des représentants de Grenoble, parler donc là, ici à l'Univ de Liège, parler des raisons, et les raisons, ils
ils les avaient exposés aussi. C'est des raisons, comme vous dites, qui rejoignent aussi qu'est-ce qu'une ville, comment fonctionne-t-elle, sur base de quels critères, sur base de quels critères éthiques, sur base de quels critères de relation. Donc c'est effectivement c'est fondamental, et de se dire aussi que cette réflexion-là, ben oui, à un moment donné, des élus qui sont au pouvoir. Alors après, il y a toute la question de la démocratie, comment être au pouvoir, sur base de quelle légitimité. Effectivement, mais après, ça vient aussi de la base, de la population, ou des personnes qui, par leur engagement quotidien, ont aussi une pertinence pour affirmer, voilà le type de société qu'on souhaite. Et donc, je rejoins aussi à ce que tu disais, effectivement, il y a par nos actes au quotidien, il y a moyen de résister, de proposer autre chose, mais aussi, à un moment donné, il faudra aussi passer par le rapport de force, aussi. Là, c'est peut-être un peu plus dans le cadre de l'échange pub, et une capacité aussi, à un moment donné, je pense quand même, d'articuler les initiatives locales avec le politique. Si on veut vraiment que ça ait un impact et aussi une forme de redistribution, et que ça, voilà, je pense qu'il faut aller à la fois dans les deux mouvements, continuer à proposer des initiatives au quotidien et faire pression et aller vers le rapport de force avec les politiques pour qu'après nous puissions les influencer, et qu'eux aussi puissent avoir les outils pour être influencés et changer d'avis, et à leur tour changer les choses vers la société vers laquelle on veut aller, plus juste. Je sais pas, comme ça, une idée aussi, par un levier, c'est quand même notre environnement. On est aussi sensible à notre patrimoine. Or, nos villes sont notre patrimoine bâti. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi là un moyen d'intervenir pour protéger l'image de notre patrimoine bâti? On se balade dans un cœur historique à Liège, on a une ville qui a une histoire longue, et est-ce qu'il n'y a pas là aussi la publicité, elle dévalorise, elle cache, et elle abîme le patrimoine, notre patrimoine bâti. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi un moyen d'agir, un moyen d'action par ce biais-là, tout à fait. Une autre question, oui? En fait, j'ai une question en deux parties. Il y a une question qui me perturbe quelquefois. Je me demande souvent pourquoi les gens se lavent les mains après être passés aux toilettes, mais ne se lavent pas les mains lorsqu'ils occupent leur ordinateur. Or, on sait qu'il y a plus de microbes sur un ordinateur. La plupart des gens le savent. Est-ce que vous savez pourquoi? Peut-être par un manque d'éducation et de connaissances. Même si on le sait, je pense qu'on nous l'a pas encore assez bien prouvé, expliqué. On l'a pas encore compris, peut-être. On le sait, mais on n'en a pas conscience à quel point c'est important. Est-ce que maintenant, si jamais on fait des serviettes pour laver son ordinateur, qu'on a fait une belle publicité, est-ce que les gens sont prêts à le faire? Je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact, oui. Donc la publicité est plus importante que la parole d'un scientifique ou d'autres personnes. Et donc, le plus grand paradoxe, c'est que pour arriver à faire passer votre message, qui est très bien, c'est que vous êtes obligé de passer par la publicité. De faire une communication la meilleure possible, effectivement. Les publicitaires sont experts en la matière. C'est leur métier de nous faire... de nous faire consommer. Donc, ils savent très bien vendre les produits et les mettre en valeur. Effectivement, on doit jouer aussi de cette manière de faire, donc de mettre en valeur nos arguments et de les diffuser de la meilleure manière possible aussi. Oui. Donc la publicité n'est pas mauvaise nécessairement, mais c'est peut-être un outil. Il faut peut-être bien l'utiliser pour faire passer votre message. Ceci dit, pardon. Je réponds juste rapidement, et je vous laisse la parole. Effectivement, en fait, la publicité a des fins, pour la plupart, commerciales, lucratives. Nous ne sommes pas opposés à la publicité si elle est culturelle, socioculturelle, si elle est pour encourager la culture principalement. Mais on s'oppose principalement, évidemment, au fait de faire des bénéfices sur des produits qui ne sont pas forcément très éthiques. Et notre plus grand combat, c'est contre
le fait de faire de l'argent à travers cette image, enfin ces produits, oui, effectivement. Et on peut faire des capsules santé pour expliquer que les claviers doivent être lavés et pas forcément avec des lingettes jetables qui vont remplir les égouts. Oui, exactement. Donc ça, c'est un point que j'ai soulevé, c'est que si on prend des lingettes pour laver nos mains ou les claviers d'ordinateur et qu'on les tape à la poubelle après, on n'a rien gagné, quoi. Il faut peut-être pas confondre communication et publicité. Je pense Oui. là, on s'adresse à une publicité intempestive qui est en train de nous rappeler, lorsqu'on est dans des espaces publics, que la ville appartient à une société de consommation et plus aux habitants, qui, cela dit en passant, fait passer quand même une image de qu'est-ce qu'un l'homme idéal, qu'est-ce que la femme idéale, qu'est-ce que le fils idéal, qu'est-ce que le travailleur idéal, d'une image que la société veut qu'elle ait de nous, au-delà de nous vendre un produit. Désolé à Boris. Hein, mais donc voilà, je pense qu'on s'adresse surtout à ça, quelque chose qui nous pollue aussi notre façon de vivre et qui nous pollue aussi un peu l'esprit. Et qui maintient des stéréotypes. Oui, c'est ça, c'est vraiment important. On ne s'arrêtera jamais de communiquer. Au contraire, on est des êtres de communication. On a développé des médias de communication et on continue. Enfin, je pense que l'idée n'est pas de se dire non, on veut réduire ça parce que c'est tout à fait naturel. Maintenant, c'est le message et ce qui doit être dedans. Mais là, effectivement, pas confondre communication et publicité. On est obligé de faire de la pub aussi pour inviter Pour les gens à exactement, venir exactement. écouter les gens. Liège sans pub. Mais donc voilà, quoi. Donc comme on n'a pas encore des talents de télépathie, il faut bien qu'on fasse autrement. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, c'est aussi derrière le fait l'information aussi. Nous, ce qu'on met vraiment dans le cadre de Liège sans pub, c'est la publicité dans l'espace public avec derrière un lucre qui est fait. Et qui est derrière aussi, à qui ça bénéficie. C'est ça vraiment fondamentalement. Après, effectivement, l'information, elle est présente partout et la communication, on ne peut pas ne pas communiquer, on communique tout le temps, même non verbalement. Donc c'est aussi les aspects éthiques qu'elle soulève et aussi le fait qu'il n'y a pas de possibilité de réponse dans l'espace public. Si on vient ici, si vous venez, vous pouvez donner votre avis et on peut avoir un débat. Alors ici, il se fait qu'on a l'air d'être plus ou moins d'accord et c'est bien. Mais le débat pourrait être contradictoire aussi. Avec la publicité dans l'espace public, il n'y a aucune possibilité de débat, il n'y a rien. C'est le fait que c'est imposé et que là, on n'a pas le choix. Ici, avec les newsletters, avec les informations auxquelles on décide de s'abonner, on a une décision, on a une action individuelle là-dessus. Une question, un commentaire, monsieur, je vois que vous avez pris le micro. Deux réflexions, vous dire pourquoi je suis ici. En fait... moi, j'écoutais la première hier et j'entendais Gabriel Davroy qui fait un petit billet de temps en temps d'agenda culturel qui s'appelle ça sur la province ou la ville de Liège. Et alors, elle parlait du point culture et de ce qui se passait aujourd'hui. Donc, je suis venu. Alors, avant de venir, on est allé un peu voir sur Internet. On a vu qu'il y avait un atelier ce matin pour 5 €. Un peu dans la direction de la décoration. Et on s'est inscrit à la newsletter parce que on se dit, tiens, on aimerait bien participer à ces ateliers et fabriquer nous-mêmes des choses. Ça, c'est un premier point de réflexion. Donc, vous êtes venu ici grâce à la pub. À la communication, en tout cas. À la communication, on va l'appeler comme ça. Merci Gabriel Davroy, il fait deux fois bien les choses. Et alors, la deuxième réflexion, c'est pas une question, c'est une réflexion. Moi, mon souhait, c'est que, comme vous appelez les sucettes, c'est ça, les panneaux publicitaires avec les publicités qui tournent. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait de temps en temps une sucette qui parle de produits venant d'entreprises qui ne sont pas cotés en bourse, donc qui ne donnent pas de dividendes, donc qui redistribuent intégralement ce qu'ils gagnent aux gens qui les fabriquent. Et les intermédiaires, ils seront toujours là. Ça j'aimerais beaucoup. Et alors avoir certaines sucettes qui ne sont consacrées qu'à des entreprises de la province de Liège. Donc que ce soit une communication pour développer le commerce local et le commerce équitable. Voilà, j'aimerais qu'il y ait des panneaux publicitaires qui servent à ça. Ça, c'est une excellente question parce qu'on l'a eu au salle des sciences
sans pub. Et nous, la décision qu'on a prise, c'est même, dans l'espace public en tout cas, interdire toute forme de publicité, même si elle est locale, pour le mécanisme même de la publicité. Après les débats éthiques sur les circuits courts, tout ce qui est commerce équitable, d'autres façons de consommer ici, c'est pertinent, effectivement, mais nous on estime que se retrouver dans l'espace public ne doit pas être fait pour ça, et que la ville, si elle veut soutenir, elle peut mettre à disposition des locaux, une régulation aussi sur les prix pour louer, des prêts qui soient favorables. Enfin, il y a toute une façon de promouvoir l'économie locale sans forcément que ce soit un impact. Et nous, ce qu'on souhaite dans les champs pubs, c'est évidemment pas, on va pas interdire aux commerçants et commerçantes d'avoir quelque chose sur leur façade, de faire de la publicité dans les journaux ou par d'autres médias, mais c'est simplement nous, c'est la position qu'on a prise, mais ce que vous êtes intéressant parce qu'on a eu des débats en interne par rapport à ça. Dans l'espace public, nous on estime que là la publicité, non, n'a pas sa place. Pas sa place. Par contre, après, soit pour qu'est-ce qui serait à la place, soit de rien, pour pouvoir mieux voir, soit des informations utiles, par exemple dans le cadre des transports en commun, dans le cadre des abribus. Quelqu'un qui prend le bus, il a besoin de savoir les horaires. Alors pourquoi ne pas avoir simplement les horaires en plus grand, parce que parfois ils sont plus petits, quand on ne voit pas très bien, ou ils n'y sont plus. Donc voilà, pourquoi ne pas mettre par exemple, mais ça c'est à voir avec les associations de quartier, avec les différentes choses, quelque chose lié avec les comités de quartier sur ce qui est fait par exemple. Pourquoi ne pas permettre à des personnes de s'exprimer au niveau de l'art graphique ou différentes choses. Voilà, des choses mais qui ne sont pas liées à quelque chose, de nous vendre quelque chose. Donc ça, voilà, nous après, c'est vers là qu'on souhaiterait aller, mais en disant bien que ça doit être vu avec le secteur associatif, avec les acteurs culturels, avec les acteurs économiques locaux. Mais nous, la décision, en tout cas par rapport à les champs pubs, c'est de la publicité dans l'espace public. Non, merci. Moi, j'avais envie de revenir sur le supermarché coopératif. Donc, l'agenda maintenant, il en est où en fait? Donc, vous avez dit qu'il y a des différents groupes de travail avec des thématiques différentes et complémentaires, bien sûr. Et donc, comment est-ce que vous allez faire connaître tout ça? Donc là, on est dans le lien entre la pub et la communication, mais ça se passe par les réseaux sociaux maintenant, mais donc comment est-ce que tout ça va se passer si on veut participer, si on veut un jour acheter chez vous? Comment est-ce que c'est une excellente question. C'est une question de communication. Donc il y a une cellule qui est dédiée à ça pour l'instant. Et donc on réfléchit quel est le meilleur vecteur pour transmettre l'info. Aussi bien pour ceux qui sont déjà impliqués dans le projet que pour ceux qui en ont entendu parler et qui aimeraient simplement être tenus au courant de l'évolution justement. Et donc là on a eu un groupe Facebook qui se mue tout doucement en page Facebook pour être beaucoup plus ouvert et pour que les personnes qui s'y intéressent puissent faire un like, c'est ça, ou suivre la page. On est en phase de création d'un site internet sur lesquels on pourrait également avoir toutes les informations, je dirais le suivi, pas en temps réel, mais le suivi de l'évolution du projet. Donc voilà, on ne cherche pas, on a beaucoup d'idées, ça bouillonne, et il faut qu'on mette en place les bons outils. Je pense notamment on a parlé tout à l'heure qu'une newsletter, donc une lettre d'information, c'est quelque chose qui peut être synthétique, à laquelle les personnes souscrivent elles-mêmes, donc ce n'est pas invasif. Elles peuvent souscrire via la page Facebook, via le site internet, quand ce sera d'ici quelques semaines, quand ce sera en ligne. Donc voilà, quelqu'un qui s'intéresse au projet dit « Ah ben tiens, je désire être tenu au courant, donc je mets mon adresse email, et automatiquement, de la sorte, on suit le projet. » Et donc concrètement, il y a différents groupes de travail, donc comme on l'a dit, l'un se concentre sur tout ce qui est financier, parce que c'est un projet, on a beau donner de notre temps dans le futur projet, 3 ou 4 heures
par mois. Mais il y a fatalement, il y a une question de logistique. Il faut trouver un bâtiment, un lieu physique. Il faut trouver des frigos. Ça paraît assez basique, mais tout ça, ça coûte. Donc il y a un plan financier à faire. Et je pense que les contributions des coopérateurs que nous sommes ne sera pas suffisante. Donc il faut certainement un financement alternatif, peut-être des subsides, mais ça Rachel saura mieux le dire que moi. Oui, voilà, pour commencer d'abord par la communication, ce que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que on y vient par bouche à oreille, par plaisir, parce que on en a entendu parler, etc. Et en fait, on est tout le temps en train d'essayer de soigner aussi la communication interne. Donc on met finalement de l'énergie dans cette communication interne parce qu'elle est super importante, parce que vraiment la base de tout ce projet, c'est les liens et qui vont se créer entre les gens, leur volonté de travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble, être efficace ensemble dans un fonctionnement démocratique, mais qui doit quand même être efficace. On apprend tous à ça parce qu'on n'est pas du tout habitué en fait à être dans une position où on doit être proactif, légitime. À partir du moment où on fait partie du projet, on est légitime. On peut prendre des décisions, on peut proposer des choses, on peut être actif. Tout ça, en fait, prend du temps. Donc, on n'est pas dans une recherche commerciale comme un commerce qui ouvrirait et qui doit absolument faire parler de lui vite parce que il démarre, donc il doit tout de suite. Ce que j'aime bien justement, c'est que les choses se construisent plutôt lentement par rapport si on imaginait ouvrir un magasin et en même temps au rythme où elles doivent se créer. Donc les gens arrivent naturellement vers le projet. Rapidement, il y a eu, je crois, 250 personnes sur la page Facebook. Parce que ça les intéressait. Il y a eu une centaine de personnes qui ont tourné dans les réunions. Et donc, finalement, ça se fait tout seul. Et j'aime bien cette idée-là. Non seulement il faut communiquer, moi j'en suis persuadée, mais en même temps, il ne faut pas se baser que là-dessus et pas y mettre toute notre énergie non plus. La communication interne est super importante. Par rapport au financement, tout est en réflexion, mais on a la chance, finalement, quand on s'y intéresse un peu, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient... intervenir dans ce projet-là. Il y a plein de fonds qui soient parfois des fonds privés ou des fonds européens ou des fonds ou la ville ou voilà, il y a pas mal de choses. Ce genre de projet intéresse. Après, il faut mesurer. Ça veut dire quoi recevoir de l'argent? Ça implique quoi? De qui? Voilà. Dans quelle optique? Donc, pour le moment, j'essaye de le groupe qui s'occupe du business plan et du poids financier et moi, on essaie de rassembler des pistes. Et puis, ces pistes-là, elles seront étalées, discutées en transparence, un groupe large à un moment donné. Mais voilà, il y aura toujours une réflexion derrière. Mais il y a plein de possibilités, à mon avis, que ce soit le crowdfunding ou... mais voilà, ça prendra le temps qu'il faudra avec les valeurs et l'éthique qu'on a envie de prendre. Et ça, c'est le luxe qu'on a. C'est qu'on n'est pas dans une course contre la montre. Vous avez le luxe de ne pas avoir d'agenda. Oui. Vous n'avez pas un agenda à vous dire, ça tiens, prendra le jour quand ça juin. devra prendre le jour. Et en même temps, moi, je me suis mis pour objectif et pour mission d'imprimer un rythme. C'est-à-dire que je ne laisse pas trop retomber le soufflet. J'organise les réunions. J'essaye de faire des événements rassembleurs pour que le projet vive. Mais il se crée sur un rythme humain, quoi. Et ça, je pense que c'est super important pour tout le monde parce que, quelque part, ça rejoint nos envies de... Quand on a le temps, on réfléchit mieux, on consomme mieux, on fait les choses de façon plus humaine, quoi. Je pense que ça, c'est super important. Et alors, ce que je tiens à dire aussi, c'est le fait qu'à Liège, on est loin d'être les premiers à avoir eu ces réflexions-là. À Liège, il y a toute la Sature alimentaire. C'est un projet qui existe depuis 2013, avec qui on avance en parallèle avec beaucoup de respect et dans l'idée de vraiment se soutenir. Liège est vraiment génial pour ça parce que... toute cette sature alimentaire qui est dans l'idée donc de soutenir le développement des producteurs locaux, le rachat des terres, de vraiment avoir pour objectif ambitieux de nourrir Liège avec des produits locaux. Ils ont ouvert donc un magasin que beaucoup de gens connaissent, les petits producteurs en Neuvis. Ils ouvrent un magasin par an maintenant avec des produits locaux, avec des bénéfices qui sont chaque fois redistribués vers des projets de soutien de maraîchers, de jeunes maraîchers, de rachat des terres. Donc c'est vraiment une lutte
qui existe déjà à Liège depuis 2013. Et notre projet se veut quand même cohérent avec ce qu'ils font aussi. Donc chaque réflexion est partagée avec eux. Voilà, je pense que c'est pour ça que je suis très optimiste par rapport à tout ce qui se passe à Liège, c'est qu'il y a vraiment une envie et une force citoyenne à Liège qui permet ce genre de projet aussi d'être aussi dynamique, et il y en a plein en fait. Donc voilà. Quelle sera la différence avec les petits producteurs? Oui, voilà, ça c'est intéressant parce que ça revient même au sein du projet même. En fait, il faut imaginer que donc les petits producteurs, c'est une coopérative à finalité sociale. Donc en fait, vous avez un magasin qui engrange des bénéfices, et les bénéfices, en gros, sont redistribués vers leur finalité sociale, qui est vraiment le développement de la production locale. Et donc tout ce qu'ils font, donc ils vont faire des bénéfices, ils vont vraiment aller vers ça pour nourrir leur projet. Nous, ce que nous faisons, c'est ne peut faire ses courses finalement dans ce futur magasin que les gens qui y travaillent. Et donc derrière, il y a un investissement de temps, un investissement de soi. Ça veut dire qu'une personne qui passe devant, qui dit je vais aller acheter mes légumes, oui, elle pourrait y aller une fois en tant que visiteur pour un peu tâter l'ambiance et voir de quoi il retourne. Mais l'idée, c'est vraiment, je m'implique dans un projet. Oui, un côté club, mais un côté club hyper facile d'accès, quoi. Voilà. Mais avec l'idée, évidemment, qu'il va falloir quand même y passer en moyenne, en 2 et 3 heures par mois, et mettre les mains dans la tête, enfin, mettre les mains dedans, quoi. Et voilà, c'est ça qui est différent, c'est qu'on a... Oui, c'est ça. Et alors... Bah, si, parce que j'aime bien dire que c'est pour tout le monde, justement. Peut être membre, en fait. Si, tout le monde peut être membre. J'espère que si, parce que justement, la plupart des coopératives ont des parts plutôt élevées. Donc en général, quand on rentre dans une coopérative, c'est rarement en dessous de 100 à 150 euros. Tandis que dans ce genre d'initiative, on parle souvent de part sociale à 10 euros. Donc finalement, on voit dans celles qui sont déjà en place qu'une fois que les gens ont compris qu'ils pourront avoir de la qualité à un prix plus raisonnable, donc que ça rentrera mieux dans leur budget, et qu'ils ont décidé ou qu'ils ont l'occasion de pouvoir investir du temps, bah finalement, si, évidemment, la porte est ouverte. Quand les gens arrivent et sont curieux, bah on ne leur dit pas non, vous n'êtes pas membre, vous devez partir. Ils peuvent être informés en 10 minutes sur le fonctionnement, faire leurs courses 1 ou 2 fois, et puis dire, bah oui, tiens, ça me convient, j'habite dans le quartier, je peux y rentrer. Et à ce moment-là, c'est finalement acheter une part en fonction de ses revenus. Il y a différentes solutions qui doivent encore être décidées dans notre cas à nous. Et finalement, ça va assez vite. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué de passer 5 réunions pour y rentrer, quoi. Parce que sinon, tout l'objectif aussi, c'est d'atteindre une population qui n'est pas le bobo de base, qui est déjà convaincu, qui consomme, qui a les moyens de consommer bio, local, tout ce qu'on veut. C'est vraiment de se dire justement, la qualité, ça ne doit pas... La qualité, enfin, le fait d'être exigeant, ça doit être un droit. On doit tous pouvoir être exigeants avec ce qu'on mange. C'est l'objectif ultime, hein. Voilà. C'est la différence, quoi. Donc c'est vraiment une démarche positive dans le sens où c'est le citoyen, comment est-ce qu'on appelle ça, le consommateur qui dit bah tiens, j'ai envie de rentrer dans cette démarche-là. Et donc ce n'est pas un club fermé, loin de là. On le veut justement ouvert au plus grand nombre ici à Liège. Donc voilà. Alors, bien sûr. Alors, juste pour information, si vous avez des questions ou quoi, soit vous faites un petit quelque chose, vous écrivez quelque chose sur la page Facebook. Hein. Ah oui, donc le nom c'est Oufti Coop. Donc ça a été décidé il y a 1 mois et demi, je pense. On a procédé à un sondage en interne, donc à tous ceux qui étaient présents. On a une 20aine de propositions, je crois, et c'est ce nom-là qui a été décidé. On comprend bien pourquoi, hein, c'est une référence quand même typiquement liégeoise. Et donc, en fait, nous disposons dès à présent d'une adresse courriel qu'on peut utiliser. Donc, c'est info@oufticoop.be. C'est une adresse qui fonctionne. Et donc, si vous avez des questions, si vous désirez être tenu au courant de nos actions. En un mot. Oufticoop, oui. En un mot, sans point. Rien. C'est ça. Point oui. BE. Okay. Voilà. Voilà. Je crois que monsieur avait une question. Oui, quel statut a-t-on si on va aider au magasin en Nevis? Est-ce que c'est considéré comme du travail en noir ou...
Ou est-ce En qu'on novice, peut aller non. travailler sans avoir de problème? Non. En novice, c'est les petits producteurs. Hein. D'accord. Un client. Quand vous allez aux petits producteurs, vous êtes un client. Mais vous pouvez aussi adhérer à leur coopérative, hein, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin d'être coopérateur pour aller acheter au magasin des petits producteurs. Okay. Donc c'est différent avec ce que vous proposez. Moi, je ne connais pas en fait le magasin en Neuilly, n'étant pas ici, liégeoise. c'est vraiment l'idée que le consommateur s'implique dans la démarche, dans le fonctionnement du magasin, dans le choix des produits, etc. etc. Et ça permet de bénéficier autant aux producteurs que aux consommateurs que nous sommes, hein, pour proposer des bons produits à un prix juste. Moi, j'aime bien le terme de prix juste, autant pour le producteur que pour nous, quoi. Mais moi, j'ai une question naïve. Hein. Donc maintenant, vous êtes... il y a 250 personnes, vous disiez, qui voient ça de loin. Mais donc, si tout le monde peut être membre, voilà. Et si tout le monde peut participer à la décision, puisqu'il deviendra membre, donc il va donner de son temps, il pourra acheter. Si ça atteint des proportions, je ne sais pas, si on atteint des milliers de membres, c'est tout ce qu'on espère. Oui, j'imagine. Mais alors moi, je me pose la question naïve. Comment est-ce que tout ça va fonctionner pour les réunions, pour les prises de décision? On est dans l'autogestion à ce moment-là. Oui, ça, Rachel en parlera mieux que moi. Mais en fait, on est dans l'élaboration de la charte, hein, et donc on a eu donc chaque personne a pu donner son avis sur tous les points qui sont proposés, hein, sur la description en tout cas. Hein. J'en perds mes mots. Ah oui, la question c'était oui. Comment est-ce que ça va fonctionner avec un grand nombre de personnes? Il y a effectivement une structure qui doit être mise en place. Pour l'instant, il n'y a pas encore de structure. C'est ni une ASBL, c'est même pas une association de fait. C'est un groupe de citoyens qui se réunit et qui fait avancer un projet. Et donc à ce niveau-là, il y a également une structure. Il faudra donner à un moment donné une structure légale sur laquelle on pourra se baser. Et maintenant, oui, s'il y a 10 000 personnes, on imagine, ce sera difficile à organiser si 10 000 personnes, que 10 000 personnes travaillent 4 heures par mois, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà. Je me projette. Tout ce qu'on peut raconter, c'est ce que les autres ont fait. Donc ça, c'est bien. On bénéficie évidemment d'expérience. On n'est pas des pionniers, c'est plus facile. Mais donc aux États-Unis, ils sont 17 000. Voilà. Et quand on regarde tout le film, on comprend bien l'organisation. Et en fait, ça veut dire quoi, une organisation démocratique? Alors, on peut avoir l'impression que c'est... on passe des heures à savoir si on va prendre des poivrons jaunes au lieu des rouges. Enfin, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ça s'organise très bien. Et en fait, il y a une littérature là-dessus parce qu'il y a énormément de coopératives qui sont déjà actives. Et on a justement tout un groupe qui réfléchit aux outils de gouvernance partagée. Concrètement, pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on se réunit, on apprend déjà des règles de communication en grand groupe. Ça veut dire que si vous imaginez qu'on est 30 et qu'on doit tous commencer à débattre sur tout et n'importe quoi, on pédale dans la choucroute et on n'arrive à rien du tout. Donc il y a vraiment des outils de structuration de réunion qui laissent suffisamment de place à l'expression tout en étant respectueux des autres. Et donc ce sont des outils qui existent. On n'a même pas besoin de les inventer. On a un groupe qui réfléchit là-dessus, donc chaque réunion est structurée avec de l'ordre du jour, etc. Chaque point de l'ordre du jour est toujours à l'avance préparé et proposé en groupe large. Et on fait, je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a plein de techniques qui permettent des votes plus ou moins efficaces, que tout le monde puisse s'exprimer d'une certaine façon. Et les prises de décision, on n'en est pas encore là. Il y a des systèmes de vote particuliers. Il y a des décisions qui doivent être prises par un conseil d'administration, mais qui doit s'inspirer des propositions qui ont été prises en petits groupes. Chacun a des domaines de compétences, a des domaines de liberté. Enfin voilà. Et c'est vraiment donner la sensation, en tout cas,
Et puis alors il y a un bon sens aussi derrière, évidemment. On compte sur le bon sens et en général il se met en place tout seul. Ça existe déjà dans plein de structures, c'est-à-dire que personne ne va venir en disant moi je veux absolument je sais pas moi le produit le plus crasse qu'on connaît parce que voilà j'ai juste envie de l'avoir sur ma tartine, donc moi j'ai le droit de dire mon avis, alors tout le monde va devoir voter pour avoir en fait non, parce que sinon on part en débat sur tout et n'importe quoi. En réalité on voit que les gens, quand ils adhèrent à un projet comme celui-là, ils signent une charte comme tu le disais, de base sur voilà, on va vers des produits de qualité, etc. Et il y a comme une régulation de bon sens. Donc quand quelqu'un n'est pas dans la raisonnabilité, je vais dire, dans l'intelligence collective et dans la bienveillance, il sort du projet et finalement de lui-même il s'exclut, quoi, parce qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment encore une fois cette vision humaine de bienveillance, d'écoute, mais on doit être efficace, on ne veut pas être une anecdote, on ne veut pas être quelque chose qui soit rikiki et qui fait que on tourne en rond juste parce qu'on veut être démocratique, donc on doit s'organiser par rapport à ça et voilà, c'est pour ça qu'il y a tout un groupe qui travaille que là-dessus en fait, sur comment on s'organise, comment on prend des décisions, mais comment on écoute, voilà. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Encore un commentaire ou un partage? Oui, Boris. Juste, je voulais d'abord vous remercier et vous féliciter parce que vous dénigrez pas nécessairement, vous faites pas passer un message négatif, mais plutôt un message positif. C'est toute la différence. C'est que vous avez des solutions contre ce qui existe. Parce que la plupart des gens qui critiquent n'ont pas nécessairement des solutions, et ça c'est bien dommage. Mais ici je voulais penser avec vous de quelque chose qu'on n'a pas nécessairement parlé, c'est du futur. Et le futur, vous savez bien qu'il est sur le numérique. Ce qui est fascinant, c'est que tout à l'heure vous disiez que le marketing et la publicité étaient morts. Je pense que c'est plutôt transformé. Et que avant la télévision produisait des programmes pour vendre des publicités. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que c'est nous qui produisons des programmes pour nous vendre nous-mêmes la publicité. Parce que Facebook et Google ont la majorité des parts des publicités sur Internet, et c'est nous-mêmes qui produisons le contenu en fait. Donc c'est nous-mêmes qui nous vendons nos propres publicités. Et c'est fascinant. Et la plupart des jeunes regardent des publicités regardent des vidéos sur YouTube. Et sur YouTube, la plupart des publicités sont déguisées. Et je trouve que c'est encore plus vicieux. Parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne voit pas. Et qu'on n'a pas appris à se battre avec. Parce que l'ennemi n'existe pas vu qu'il est invisible. Et donc, je vais avoir votre réflexion par rapport à ça, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est éduquer peut-être la future génération à comprendre ça. Je ne sais pas ce que... tout à fait, je pense que ça passe par l'éducation, tout comme le fait de se laver les mains après avoir touché l'ordinateur, c'est une question d'éducation. Donc apprendre aux jeunes, à nos jeunes, à nos enfants, comment c'est. Alors pour la publicité, c'est pareil, quoi. Hein, pour les capsules qui se trouvent sur YouTube, c'est pareil. C'est une question d'éducation. Il faut dire à ses enfants, tiens, voilà, ça existe, apprends à réfléchir, quoi. Et c'est ça, je pense que une partie, en tout cas, c'est mon avis, d'héritage qu'on doit à nos enfants. C'est apprendre à réfléchir. À partir du moment où on sait réfléchir, on a le minimum pour réfléchir, on peut tracer sa route, quoi. L'esprit critique. Et c'est vrai que nous, ici, avec en tout cas Oufticoop, on ne combat rien. On propose quelque chose de positif pour nous-mêmes et pour ceux qui veulent adhérer au projet. Donc on ne casse pas du sucre sur Colruyt ou Deleuze ou Carrefour, etc. Ce n'est pas le but. Hein. Oui, ça part d'une réflexion et de proposer justement une autre façon d'agir, et après, libre choix. Puisqu'effectivement, il y a des magasins bio sur Liège que je ne citerai pas, qui ont des très bons produits, mais qui sont vachement chers. Et donc l'idée, une des idées en tout cas, c'est de pouvoir trouver des bons produits, pas spécialement bio tout le temps, hein, parce que le bio qui vient de Venezuela, c'est pas, hein, on a tous compris, mais c'est de trouver quelque chose qui est bon à un prix abordable. Et alors aussi, on va pas nourrir tout Liège avec notre magasin. Alors du coup, on nous demande souvent, vous n'avez pas marché sur les pieds avec justement, parce que pour moi, il y a des pionniers
du bio comme Le Temps des Cerises, etc., qui sont des gens qui ont fait beaucoup de choses et qui ne sont pas critiquables, moi je pense, parce qu'ils ont vraiment... pour moi, il y a vraiment... On est tous complémentaires parce qu'on pousse les gens à être exigeants. Après, ce supermarché ne va pas être gigantesque, on ne va pas en ouvrir 5 sur Liège, ce n'est pas du tout le but. Par contre, la dimension... d'éducation et de montrer qu'on peut faire les choses différemment, c'est ça qui est intéressant, je pense. Et on va avoir le luxe aussi de se dire, à un moment donné, comme tu disais, on sera peut-être beaucoup à devoir travailler dans le magasin, et on voit dans... Bon, c'est un peu utopique, mais c'est un peu loin peut-être, j'en sais rien, on en reparlera, mais quand on est vraiment beaucoup, par exemple aux États-Unis, quand ils sont beaucoup, ils sont 17 000, ils n'ont pas besoin de 17 000 personnes pour faire tourner le magasin. Alors qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens, avec leur temps? Ils investissent dans d'autres choses. Donc ils investissent dans des projets, ça peut être de crèche, des projets artistiques, mais alors ça veut dire que ces gens-là, les bénéfices ont été mis dans, par exemple, un comité de quartier culturel, et alors les gens, ils vont passer du temps. Et alors, ça développe d'autres choses. Ou alors, on garde les enfants des gens pendant qu'ils font leurs courses. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec ça et qui sont intéressantes. Donc, cette partie éducation, encore une fois, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est montrer qu'on doit être critique, qu'on doit s'arrêter. Et c'est ça qu'on a montré à nos enfants. Les tablettes, etc. Moi, je lutte tous les jours avec mes enfants aussi. Mais en même temps, je lutte qu'à moitié parce qu'il faut absolument qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre opinion. Et donc, on peut pas. Tout est paradoxal au fond dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on vit tous les jours. Mais il faut juste être conscient et tout le temps développer cet esprit critique par rapport à tout. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on sera des consommateurs différents et que nos enfants seront des consommateurs différents. Une réflexion aussi, Sandrine? Nous, on a grandi avec Blabla, le cache-cache pub, là où je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Mais je rebondis parce que moi, je suis persuadée comme vous qu'il faut éduquer les jeunes. Je travaille au Centre des métiers du patrimoine où j'essaye de sensibiliser aux métiers manuels. Donc, en utilisant le patrimoine comme porte d'entrée valorisante pour des métiers comme tailleur de pierre, maçon, etc. Donc, bien sûr que je fais ça tous les jours. Et donc, forcément, avec mon projet sur le côté avec Marie, ça fait partie des priorités. On va tester une animation dans une école au mois de mai où on va parler à des adolescents de mode et de vêtements avec peut-être des réactions et je l'espère des débats ou des positions dures où on aura des échanges et que ce sera stimulant. Voilà, je me réjouis. Mais voilà, donc le lien avec l'éducation, donc de commencer avec les plus jeunes, il n'y a rien à faire. Ou avec les futurs étudiants à l'IEX, comme je le disais tout à l'heure, d'aller justement chez ceux qui vont construire la publicité de demain. Donc ça, c'est le futur. Et pour le lien aussi, que monsieur disait, le lien avec la technologie de la formation et de la communication, tout passe par là. Oui et non, il y a moyen aussi d'essayer de voir autre chose. Et par rapport aussi notamment à Internet, un des gros problèmes, c'est qui la contrôle derrière. Vous avez cité des grandes marques. Au départ, Internet, c'était pas forcément ça, c'était vraiment quelque chose d'alternatif. Le problème, c'est comme le capitalisme, c'est que c'est récupéré et que derrière cette marque-là, il y a aussi l'administration américaine et où elles sont situées et quel type de société elles proposent. Donc, à mon avis, une des alternatives, ce sera, si ça doit passer par Internet, ce sera une capacité de créer un Internet alternatif qui ne soit pas contrôlé par ces grandes firmes ou créer des médias. C'est comme dans toute révolution. À Cuba, c'est ce qu'ils ont fait pour renverser le dictateur. Dans les années 50, ce qu'ils ont fait, Che Guevara et Castro, quand ils étaient dans la Sierra Maestra, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur propre organe, leur organe de presse, un journal. Autrement dit, si on veut lutter contre quelque chose, il va falloir à un moment donné créer les outils, et là on parlait de communication tout à l'heure, des outils qui n'appartiennent pas à ces grands groupes qui sont en lien avec l'armée, avec l'administration américaine entre autres. Donc évidemment que ça peut passer par là, mais il faudra aussi à un moment donné, si on est dans la résistance et d'autres choses, pouvoir aussi se créer nos outils pour sortir aussi de cette mainmise, parce que aussi quand on passe par là, c'est une façon évidemment d'avoir beaucoup d'informations sur nous et de nous contrôler aussi. Donc il va falloir à un moment donné trouver des alternatives à ces moyens de communiquer aussi. Mais, oui. Ça existe, il y en a déjà un petit peu, mais des alternatives à Google, il y en a. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas encore optimales. Mais
Si, il y a quand même beaucoup de gens qui les utilisent, mais c'est pas encore optimal à 100%, mais c'est utilisé. Oui. Une question, oui. Donc, j'ai très bien compris au niveau de Ouftico ce que vous proposez, mais les deux autres, je ne comprends pas très bien comment on peut adhérer à votre projet. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, nous sommes en train de travailler sur les statuts de notre ASBL et on va avoir besoin, et on a très envie d'avoir des membres de notre ASBL. Être membre dans une ASBL, ça implique d'avoir une réunion où on vous présentera tous les projets qu'on mettra en place avec Marie. Alors, qu'est-ce que ça implique? Moi, avec Marie, on va donner 1/5 de notre temps à cette ASBL pour la faire fonctionner, développer. On est dans du slow à fond la caisse aussi. On suit le train à côté de COP. Donc, on va avoir besoin d'énergie pour nous soutenir dans notre projet d'ASBL. Voilà. L'ASBL sera probablement lancée avec les statuts publiés dans le Moniteur au mois de janvier. Voilà. Ok, alors on a les animations dans les écoles, on organise le vide-dressing en collaboration avec le Point Culture, on parle de centre de documentation qui permettra de conserver des patrons de vêtements et les gens pourront venir emprunter et copier des patrons pour faire les vêtements eux-mêmes. On aurait bien voulu avoir aussi un atelier collaboration avec le Repair Café pour pouvoir venir réparer ses vêtements. Tout le monde n'a pas une machine à coudre, tout le monde ne sait pas comment ça marche. Moi, je suis enseignante à l'Elmo Mode. Je travaille et j'espère avoir une collaboration avec mes étudiants. Voilà, il y a énormément de potentiel. On aimerait bien, et ça on aimerait vraiment bien, c'est une labellisation en Wallonie de tout ce qui est marque de vêtements qui suivent justement une démarche éthique. Mais ça, c'est s'embarquer dans une labellisation, c'est pas rien. Et surtout, au début de la création d'une ASBL, on n'est pas encore bien équipé pour ça, mais ça, c'est un projet qui nous tient. Et encourager des parcours mode, des visites guidées dans la ville autour de la mode, un parcours qui commencerait le quartier des tanneurs, passant par la boutique de Mahalo, qui est justement une boutique éthique, passant par les magasins de seconde main. Voilà, il y a organisation des swapping, donc les bourses d'échange de vêtements. Le projet dans les écoles, c'est que les écoles, les jeunes dans les classes, puissent organiser, eux, dans leur école, des vide-dressing. Donc on les suivrait dans l'organisation de bourses de vêtements dans leurs écoles. Enfin, vous voyez, on a identifié 8 missions. Et on a dans notre mission si vous voulez, de sauvegarde des patrons anciens, etc. On aimerait bien aussi organiser des workshops sur les métiers de la mode, les métiers qui sont en train de tomber en désuétude, la broderie, le fait de faire ses boutonnières, pour redonner le goût du vêtement fait maison et qui est une belle alternative aussi à la fast fashion. Hein. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est plus clair ? Je vois que ça démarre pour l'instant. Oui, on est là-dedans, voilà. Mais ça bouillonne en tout cas. Ça bouillonne. Et pour le Liège sans pub alors? Alors, nos moyens d'action sont nous produire et expliquer notre démarche comme aujourd'hui dans différents événements, que ce soit des festivités ou des choses plus culturelles. Nous devons travailler, nous sommes en train de travailler sur une orientation de notre communication qui ne vise plus JCDecaux et son contrat, mais plutôt les nouvelles élections législatives pour effectivement influencer avec un plus grand nombre possible, faire pression pour avoir des diminutions de publicité dans l'espace public. Voilà. Nous avons toujours la pétition qui est actuelle. Donc actuellement, elle est toujours en train d'augmenter. Enfin, le nombre d'adhérents est toujours en train d'augmenter. Mais ici, cette pétition actuelle est juste pour ne plus renouveler le contrat. Mais ici, on va devoir adopter une autre formulation de notre présentation pour qu'elle vise vraiment ces élections politiques, pour nos futurs politiques. Ouais. Voilà. Vous avez un site, vous êtes des guerriers de la rue, vous faites quoi exactement ? Très bien.
C'est une très bonne remarque. Donc effectivement, il y a un site qui existe. Nous avons imprimé pas mal d'explicatifs synthétiques qui expriment nos points de vue et notre démarche. Nous sommes effectivement dans la rue. Nous allons faire effectivement pour ces fêtes de Noël, pour la Saint-Valentin, des recouvrements de panneaux publicitaires exprimant voilà, nos idées. Oui, Liège sans pub, voilà, liège-sans-pub.be. Voilà, je vous conseille effectivement, il est très, très, très clair, très succinct. Il y a la présentation du manifeste et des différentes actions qui ont été menées jusqu'ici. Et donc, il est vraiment, avec les études aussi, dont tu as parlé tout à l'heure, Pascal, les études avec l'impact sur la santé, l'environnement, les questions d'éthique qui sont bien relayées. Donc, je vous conseille un petit tour sur le site. Voilà. Une dernière petite question, commentaire, remarque, n'hésitez pas avant qu'on ne clôture, qu'on remercie nos invités. Moi, je pensais aux pubs qui sont un peu partout dans l'espace, qui représentent des corps humains d'une manière très, très, très irréelle, en fait. Et on connaît très bien les conséquences sur l'esprit. Enfin, on a vraiment un malaise par rapport à notre propre rapport au corps, en fait. Donc, ça a un impact sur la santé, on le sait bien, l'anorexie, boulimie, tous ces problèmes de nutrition, mais aussi au niveau social, voilà. Enfin, si on ne rentre pas dans ce type de beauté-là, voilà. Et maintenant, récemment, j'ai appris que, je pense que c'est en France, ils ont maintenant une loi par rapport aux photos qui ont été photoshopées, que voilà, ça doit être écrit quand le corps il est transformé par Photoshop. Mais est-ce que selon vous c'est suffisant, ou est-ce que, par rapport à ce que vous disiez, un label éthique pour les vêtements, est-ce que quelque chose comme ça pouvait pas imaginer aussi pour les pubs, une pub qui sont labellisées éthiques ou quelque chose comme ça, ou c'est trop utopique de croire à quelque chose comme ça? Effectivement, l'idée aussi de Photoshop, ce que vous dites, c'est vraiment que la publicité, ça n'est jamais qu'une certaine vision, donc de la réalité, ça ne l'est pas toujours. Et le problème de l'éthique et de la publicité, il y a ici quelque chose de l'éthique de la publicité. Le problème, c'est que dans une société souvent capitaliste, c'est le secteur qui s'autogère. Donc il y a ici un comité en Belgique, un comité d'éthique publicitaire. Le problème, c'est que ce sont les publicitaires eux-mêmes qui sont d'ordre, ou qui sont à la fois jugés partis. Alors, peut-être qu'effectivement, mettre des labels, mais quelque part aussi, c'est une façon de contrôler aussi. Alors voilà, peut-être que ça peut aider, mais je pense que ça passe aussi par des initiatives locales, des initiatives citoyennes, par l'éducation, par toute une série de choses. Et effectivement, quand il y a le label Kémy, derrière, après, il y a un grand combat pour que les plus grosses marques essayent aussi de se le réapproprier, enfin, greenwashing, tout ce genre de choses-là qu'on voit. Donc, le label, oui, peut-être, mais voilà, vraiment, à la fois aussi par l'élaboration de lois, de textes législatifs, notamment aussi par rapport à la publicité. Simplement, il y a des choses qui existent, notamment avec la publicité dans l'espace public, ce qui peut être affiché ou pas, voilà, mais simplement il faut déjà que la loi soit appliquée, il faut que les services publics aient assez d'argent, soient financés pour pouvoir mettre des inspecteurs, des inspectrices sur le terrain pour voir si c'est fait. Donc ça passe aussi par là, voilà, que par la création de normes juridiques, et par aussi les citoyens, les citoyennes ici qui ont des initiatives qui vont vers une société plus juste, plus équitable, plus respectueuse de l'environnement. Donc voilà, je pense que c'est par tous ces biais-là qu'on arrivera à cette société-là, oui. Est-ce que c'est récent, cette loi? Moi, j'en ai pas encore entendu parler personnellement. Je pense qu'elle est appliquée en France. J'étais dans le TGV il y a quelques jours en France et j'avais un magazine en main où j'ai vu pour la première fois cette petite phrase qui disait que la photo a été transformée. Maintenant, pour moi, ce n'est pas vraiment... ça dénonce pas... Enfin, on ne sait pas si c'est la photo de manière générale qui a été travaillée ou si c'est juste le corps dans la photo. Je trouve ça très flou, en fait. Moi, je ne suis pas au courant non plus de cette loi. Ok. Effectivement, pour moi aussi, ce n'est pas encore assez
c'est déjà un début. Ça me fait plaisir d'entendre que de telles initiatives au niveau de la loi et qu'on impose aux publicitaires quand même un minimum d'informations par rapport aux qualités de travail qu'ils fournissent. Mais pour moi non plus, ce n'est pas assez de juste indiquer que cette photo a été modifiée. Pour moi, elle ne devrait pas exister du tout, idéalement. Et même si elle n'est pas modifiée, propager toute une normalisation des corps, ça ne devrait pas du tout être autorisé. Donc il devrait même y avoir un durcissement au niveau de ces lois pour les publicitaires. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Oui. Et vous faites aussi des actions dans ce sens-là ? Par rapport à la loi, non. Non. On essaie de sensibiliser en général. Donc il y a les actions de recouvrement. Pour revenir à ce que monsieur disait dans la rue, nous, toutes les actions qu'on fait sont des actions légales. Donc recouvrir un panneau publicitaire, ça n'est pas illégal. Simplement, ça devient illégal à partir du moment où il est cassé. Mais recouvrir et mettre du papier dessus, ça n'est pas illégal. Donc voilà, nous, sinon, on vient ici, on est un visage découvert. Donc voilà, tout ce qu'on fait, on manifeste. On a toute une série de choses. Donc toutes les actions qu'on propose, ça reste dans le cadre de la légalité. Mais évidemment, ça remet quand même en question un système avec lequel on n'est pas d'accord. Il y a des initiatives aussi, des personnes telles que nous qui prenons le temps pour réaliser des autocollants et qu'on plaque au moment où ces affiches sont placées pour dénoncer, faire remarquer qu'il y a un problème à ce niveau-là, pour ne pas que les plus jeunes ou même que la plupart d'entre nous considèrent que ça puisse être normal, ce genre de publicité, effectivement. Merci. Encore une remarque, une dernière question ? Alors financièrement, nous n'avons aucun subside, donc c'est tout des fonds propres. C'est tout de notre poche et de chaque intervenant qui a envie de réaliser des affiches, de recouvrement, de faire des autocollants, des messages. C'est les personnes qui sont là, qui le font, qui trouvent des moyens de manière relativement créative et personnelle pour ces fonds. Oui. Oui, puis on utilise aussi la récup avec. Puis voilà, on s'organise. On était présent aussi à la fête empiereuse, par exemple, aussi pour récolter de l'argent. Donc voilà, on s'organise aussi comme finalement beaucoup des SBL. Nous, on n'est pas une SBL, mais comme beaucoup de monde de l'associatif fait, avec comme Madame disait, le temps, de la récup, de beaucoup de choses, quoi. Donc de l'investissement personnel et collectif. Donc c'est aussi là avec de l'intelligence et de la réflexion. Donc voilà, c'est ça nos principaux outils. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on va petit à petit clôturer cet après-midi. Je remercie nos invités. Merci beaucoup. Et je pense que toutes ces initiatives vont continuer. Et donc moi, je vous souhaite bonne chance et bravo. Franchement, bravo de donner de votre temps et de votre énergie pour ces beaux projets. En tout cas, voilà, moi j'ai découvert vos projets parce que je les connaissais pas pour venir animer ce débat. Et franchement, je suis bien content. Je vais vous suivre, c'est sûr. Voilà, merci à vous. Une belle après-midi, belle fin d'après-midi à vous. Merci.